Je remercie le comité d'organisation également de m'avoir invité pour parler de ce sujet. Concernera essentiellement donc les patients qui ont un cancer de prostate métastatique hormonosensible. Cette première diapositive, c'est simplement pour rappeler l'histoire de la maladie métastatique prostatique, avec toute une première étape. Comme vous le savez, une large majorité de nos malades sont diagnostiqués à un stade où on n'a pas de métastase. Et heureusement, on est aux alentours de 80 à 90%. Et puis entre 10 et 20%, quelques malades qui vont avoir des métastases d'emblée, qu'elles soient osseuses ou ganglionnaires ou viscérales. L'histoire est qu'aujourd'hui, on a un arsenal thérapeutique tellement large pour la prise en charge de ces malades qu'en réalité, on a une priorité à avoir, c'est la séquence thérapeutique. Par quel traitement doit-on commencer? Quel est le meilleur traitement qu'on doit offrir aux patients en premier parmi tous ces nouveaux médicaments? On va s'intéresser à cette phase métastatique d'emblée, donc hormono-naïf, et on va regarder globalement quelle est la meilleure séquence. Je rappelle juste que parmi les nouvelles hormonothérapies, nous avons l'abiraterone, mais que l'action de cette molécule, elle peut se faire en fait parce qu'il y a une transformation de l'acétate d'abiraterone in vivo en abiraterone. Son action sur la biosynthèse de ces trois voies, de la biosynthèse de ces androgènes, va se faire grâce à l'inhibition d'une enzyme, la 17-alpha hydroxylase. Et le fait de l'inhiber totalement, eh bien, on a un impact direct sur la production de minéralocorticoïdes par les surrénales, d'où la nécessité d'administrer en parallèle une faible dose de corticothérapie. Je vais le faire au travers d'un cas clinique concret, parce que c'est plus simple en fait pour imager un petit peu la situation. Vous avez un patient de 70 ans, c'est le cas classique, avec en très bon état général, avec peu de comorbidité pour celui-là, un diabète non insulinodépendant et, comme vous voyez, un performance status parfait, 90 kg pour 1,83 m, des lombalgies depuis un an, un petit peu négligées, puis pollacurie d'installation récente. Ce patient a un examen clinique, on lui trouve pas de signe neurologique, il a des douleurs sans signe neurologique. En revanche, il a au toucher rectal une grosse prostate avec probablement un T3. Le PSA est à 3,7. Il a des biopsies qui retrouvent sur 12 des 21 biopsies un adénocarcinome Gleason 9 avec une composante sarcomatoïde et une infiltration de la capsule. Donc c'est une localisation a priori localement avancée et on lui fait un bilan à l'époque. Vous le voyez ici, normalement ça apparaît, on est en 2015 ici. On lui fait un bilan d'extension, on n'avait pas un accès au PET aussi facilement à cette époque-là. Et la scintigraphie osseuse, on retrouve dans le rachis de multiples localisations. Vous voyez, il y en a au moins 5. Et puis une au niveau de l'épaule droite que vous voyez ici. Et le reste, évidemment, on lui fait une IRM pour être sûr qu'il n'y ait pas d'épidurite. Il n'y a pas d'épidurite. Et au niveau du scanner thoraco-abdominopelvien, on retrouve possiblement une petite adénopathie iliaque. Donc on est en présence d'un patient qui est métastatique d'emblée, avec une grosse prostate, et des métastases osseuses, rachidiennes essentiellement, une au niveau de l'omoplate et possiblement une adénopathie en plus. La première question, c'est comment on définit ces patients? Dans quelle classe on les met? Et selon, si on regarde un petit peu ce qui est écrit dans les essais publiés, on a une ambiguïté sur les critères pour dire un haut volume ou un haut risque. Donc, si on prend par exemple le haut risque tel qu'il est défini dans l'essai latitude, qu'on verra tout à l'heure en détail, vous avez au moins deux de ces trois facteurs. C'est soit Gleason supérieur ou égal à 8, c'est le cas de notre patient, soit présence de 3 ou plus de lésions osseuses, et puis présence d'une métastase viscérale en excluant les ganglions au niveau, mais qui est mesurable pour pouvoir la suivre. Dans l'autre essai, Chartide par exemple,
le haut volume, cette fois-ci, le gros volume, c'est c'est surtout les métastases viscérales, mais sans inclure les adénopathies, et ou les métastases osseuses, au moins 4 métastases, à la condition, comme vous voyez ici, qu'il y en ait au moins une à l'extérieur du rachis, parce que très souvent, on a des métastases osseuses dans le rachis. Vous voyez déjà que pour définir le haut risque par rapport au volume, au gros volume, eh bien, on a déjà des définitions qui ne sont pas identiques par rapport à ces patients à qui on va devoir instaurer un traitement de nouvelle génération. On y reviendra tout à l'heure. Évidemment, à cette époque-là, en 2015, on avait quoi comme choix? On avait soit une hormonothérapie seule, soit on commençait d'emblée par une chimiothérapie de type docétaxel, soit on donnait les deux. Et la question qui se pose à cette époque-là, mais qu'est-ce qu'on avait dans la littérature? Avant de 2017, on avait un certain nombre de données. On avait ces données qui ont comparé chimiothérapie par taxotere associée à une suppression androgénique versus la suppression androgénique. Vous connaissez probablement cet essai. Il a fait référence en 2015, c'est l'une des premières publications qui a démontré qu'on pouvait bouger la survie globale, comme vous le voyez ici, grâce à l'introduction d'une chimiothérapie de type docétaxel. L'essai Stampede, c'est pareil. Vous voyez que la survie globale est également. Cet essai, en plus de la chimiothérapie, il y avait de l'acide zélodronique, donc du Zometa en plus, dans au moins 2 bras. Et la comparaison entre la chimiothérapie plus la suppression androgénique versus la suppression androgénique seule a permis de montrer qu'il y a un avantage à donner une chimiothérapie chez les malades métastatiques. Alors si vous regardez dans les forest plots, le plus gros bénéfice qu'on obtient, finalement, ici, dans la comparaison, c'est vraiment chez les M1, alors qu'on n'a pas du tout d'impact sur les M0, puisqu'on vous vous rappelez tout à l'heure que dans l'inclusion des patients, il y avait des hauts risques sans métastase. Il y a la méta-analyse qui est arrivée juste après, en 2016, avec près de 3000 malades, donc ça ne pose pas beaucoup de questions. Vous voyez ici le gain absolu en survie qui est de 10% grâce à la chimiothérapie par taxotere à 4 ans chez les patients métastatiques hormonosensibles. Donc vous voyez qu'on est dans un niveau de preuve extrêmement élevé à cette époque-là où on pouvait d'emblée donner une chimiothérapie à notre patient de tout à l'heure. En plus, bien sûr, de la suppression androgénique. Qu'est-ce qui arrive en 2017 ? En 2017, on a la publication des résultats de Stampede qui sont officiels dans New England Journal of Medicine. Vous vous rappelez probablement que dans cet essai, c'est tous des patients qui sont hormononaïfs, qui ont au moins 2 critères, soit stade 3, 4, soit un PSA à 40, soit un Gleason 8 à 10, ou alors on pouvait également inclure des patients qui étaient en rechute, comme vous voyez ici, soit après une radiothérapie antérieure, soit après prostatectomie, à la condition d'avoir un taux de PSA qui était augmenté à 4, avec un temps de doublement qui est inférieur à 6 et un PSA supérieur à 20, et donc c'est des stades métastatiques. Et cet essai a été positif en faveur en termes de gain de survie, avec 37% de gain en survie globale entre le bras associant à l'acétate d'abiraterone à la suppression androgénique versus la suppression toute seule. Vous voyez également un impact sur la survie sans rechute avec en faveur toujours de l'acétate d'abiraterone. Et puis en termes également d'événements osseux avec une réduction des événements osseux grâce à l'acétate d'abiraterone par rapport à la suppression androgénique. On est, je vous rappelle, en 2017, en juin 2017, avec l'impact sur la globalité de la population, mais également quand on prend uniquement les métastatiques M1. Au total, qu'est-ce qu'on peut dire de cet essai? On peut dire que, premièrement, c'est un essai qui a mélangé un petit peu les populations, avec 52% de M+, 20% de N+, et 28% où les patients n'avaient que des critères en fait, d'agressivité de la tumeur, du type Gleason supérieur ou égal à 8, mais il n'y avait pas de métastase ni ganglionnaire, ni viscérale, ni osseuse. Cependant, il a démontré clairement l'intérêt de l'acétate d'abiraterone
sur le plan de la survie globale, avec un bénéfice de l'ordre de 37%, la survie sans rechute 71%, et les événements osseux 55%. Et la conclusion de cet essai était clairement qu'un nouveau standard était peut-être né à ce moment-là. Le deuxième essai, qui est aussi important, c'est l'essai Latitude. Pareil, il a été publié à la même période, avec cette fois-ci encore les deux bras. D'un côté, l'acétadabiraterone avec la suppression androgénique, de l'autre côté, la suppression androgénique avec du placebo. Vous voyez ici que les objectifs sont un peu différents par rapport à tout à l'heure. On a deux objectifs principaux, la survie globale, mais également la survie sans progression radiologique cette fois-ci. Vous voyez la survie globale, elle est bougée là également, avec un impact dès la première analyse intermédiaire. Là, on est à 30 mois de l'analyse intermédiaire de Latitude, avec une différence statistiquement significative en faveur de l'acétadabiraterone en termes de survie globale, avec une réduction du risque de décès du fait de la maladie métastatique prostatique de 38%. On a également un risque de progression radiologique ou de décès qui est réduit de 53%. On a également un temps jusqu'à progression biologique, cette fois-ci, de moins de 70%, grâce au traitement combiné. Et on a également une réduction du délai pour avoir une douleur chez la population métastatique qui est de moins de 30%. Et enfin, on a également une réduction du délai jusqu'à la nécessité d'un changement de ligne de traitement de moins 58%. Vous voyez que finalement, l'acétadabiraterone dans l'essai Latitude, dès la première analyse intermédiaire, clairement une amélioration de la survie globale, un allongement significatif de la survie sans progression, une bonne tolérance telle qu'elle a été déjà vue dans les autres essais qui étaient faits pour les patients qui étaient résistants à la castration. Et enfin, on considère également, après cette première publication, que cela pourrait être le nouveau standard. Qu'est-ce qui est resté en suspens au moment de la publication de ces deux essais? Il est resté en suspens, évidemment, l'efficacité démontrée, mais l'efficacité par rapport au docétaxel en comparaison directe était inconnue. On n'avait que la comparaison des bras de ces essais et on n'avait pas de comparaison directe. Deuxièmement, la qualité ou la façon de sélectionner les populations pour donner tel ou tel traitement qui n'était pas franchement défini, étant donné l'hétérogénéité des inclusions entre les N0 M0 qu'on avait tout à l'heure, les N+, et les M+, dans les différents essais. Enfin, l'effet de la corticothérapie prolongée chez ces malades était également une question par rapport également à la qualité de vie dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, c'est la même période, on a la radiothérapie qui se pointe également dans la stratégie thérapeutique avec les irradiations stéréotaxiques des oligométastatiques qui arrivent et qui potentiellement pouvaient changer l'histoire de l'évolution de ces patients. Donc vous voyez qu'il y a 2 ans, on était encore quand même dans une certaine difficulté à définir réellement les patients qui pouvaient ou pas bénéficier le plus. Pour la radiothérapie, c'est très simple. PIS-1, qui est un essai européen de phase 3 métastatique hormonaïf, pareil, 916 patients sont nécessaires. Et bien la question de la radiothérapie est posée. Elle est posée dans 4 bras. Vous voyez que dans le premier bras, on a la suppression ovarienne, la suppression androgénique, seule, plus ou moins docétaxel. Le deuxième, en plus de la suppression androgénique, on rajoute la biraterone, plus ou moins docétaxel. Donc en gros, le docétaxel, on pouvait le donner à n'importe quel moment dans les 4 bras. Et puis, le troisième, c'est la suppression androgénique plus la radiothérapie locale, et stéréotaxique en particulier. Et enfin, le dernier, c'est la suppression androgénique sans radiothérapie, et radiothérapie et abiraterone, donc la totalité, voire même le docétaxel. Et pour les
qu'aux critères principaux. Cette fois-ci, au lieu que ce soit la survie sans progression radiologique, c'est la survie sans progression tout court, y compris clinique ou biochimique. Et vous voyez, ce patient dont on a parlé depuis tout à l'heure, il a été finalement inclus, nous, dans cet essai du GTUC 21, donc PIS-1, et il est tombé, il a été randomisé dans le bras suppression androgénique plus abiraterone, donc les deux, et il a reçu son traitement avec une excellente réponse que vous voyez ici, puisqu'on n'avait plus la douleur, on a le PSA qui est devenu indosable, et on a également une réponse au niveau de l'imagerie scintigraphique, mais également quand on compare cette image qui était au niveau de T7 avec l'image IRM qui a été refaite. Alors, ça a été évidemment renforcé, puisque cette latitude a été analysée pour l'analyse finale, que vous voyez ici. Ça a été fait récemment, donc l'été de 2018, et ça a été publié dans Lancet Oncology en 2019. Alors la mise à jour de latitude par rapport à la première et la deuxième, globalement, on a les mêmes résultats. Souvenez-vous, je vous ai montré les résultats à 30 mois. Il y a eu une deuxième analyse intermédiaire ici à 41, et puis la dernière et la définitive qui acte un petit peu les résultats et qui montre très bien que le bénéfice en survie globale qu'on avait, il se poursuit. On a exactement quasiment les 16 ou 17 mois de différence en survie globale. Le bénéfice, quels que soient les sous-groupes qu'on peut regarder, que ce soit l'âge, c'est aussi avec ou sans métastase viscérale, plus ou moins 10 métastases osseuses, c'est important aussi, selon le PSA également, et c'est important de noter que finalement, quand on regarde les glisones, il n'y a que les glisones supérieures ou égales à 8 qui en bénéficient finalement dans cet essai. Les critères secondaires aussi sont positifs en faveur de l'abiraterone, comme vous le voyez ici, que ce soit le temps jusqu'à progression de la douleur, le temps jusqu'à un événement squelettique également, qui est un bon élément à prendre en compte, le temps jusqu'à une nouvelle chimiothérapie ou une nouvelle ligne de traitement également. Vous voyez, toutes les p-valeurs ici sont significatives en faveur du bras combiné suppression androgénique plus abiraterone. Quid de la qualité de vie? On doit la discuter parce que on en a parlé tout à l'heure par rapport à la corticothérapie, par rapport au choix, par rapport à la séquence de traitement. Des patients qui vont maintenant vivre plus longtemps, qui vont avoir des irradiations localisées, focalisées, et c'est important donc de regarder la qualité de vie. Ce patient qu'on a traité, il a eu finalement un suivi tous les 3 mois au début des 2 premières années, puis tous les 6 mois. Il est en excellente réponse, sauf que à 14 mois, il a présenté une élévation de ses transaminases, 2 à 3 fois plus. La conduite qu'on a décidé chez ce patient, c'est de le passer en traitement discontinu, en vérifiant bien sûr qu'il n'a pas de métastase au niveau hépatique. Eh bien, il n'avait pas de métastase hépatique ni ailleurs, et on a, au bout de 2 mois, en adaptant le traitement de façon discontinue, on a pu reprendre les mêmes doses d'acétate abiraterone et il a été traité, il a été suivi jusqu'à juin, il sera vu en décembre prochain, et en juin 2019, il n'a aucune anomalie ni osseuse ni au niveau de son bilan, donc il est en excellente réponse. Alors les toxicités, vous les connaissez, l'hépatotoxicité, l'hypertension artérielle, bien sûr l'hypokaliémie à suivre, mais globalement l'hypertension, quand on voit, c'est 21% dans le groupe abiraterone, contre 10% dans le groupe placebo et 4% chez les patients qui étaient dans le bras placebo et qui ont switché vers l'abiraterone. L'hypokaliémie 12%, 2% et 3%, donc il y a vraiment une différence. Et on voit bien que les patients qui vont passer du placebo qui ont switché du placebo vers l'abiraterone ont une excellente tolérance. Et sur le plan de la qualité de vie, le délai pour la dégradation de la qualité de vie est également impacté. Le délai est plus long chez les patients qui sont sous hormonothérapie de dernière génération que chez les patients qui ont juste une suppression androgénique. Comme vous le voyez ici, on est 18, 14, 10 mois, là on est à 9, entre 5 et 9 mois, et la différence est systématiquement significative. Finalement, c'est ma diapositive de conclusion.
Finalement, l'efficacité, elle est claire. La toxicité aiguë, il n'y a pas de toxicité aiguë. Les toxicités qu'on peut avoir, elles sont facilement manageables. Le décès toxique, il n'y en a pas. La simplicité d'administration est bonne. On peut discuter de la corticothérapie. Ce patient avait un diabète non insulinodépendant. Il est régulièrement suivi. Il n'a jamais décompensé son diabète. Et par contre, le coût, évidemment, est plus élevé. Le coût en France est plus élevé. Alors je ne sais pas comment sur le plan des remboursements en Algérie, je pense que c'est directement à la pharmacie de l'hôpital pour obtenir le médicament. Et donc, in fine, quand on regarde un petit peu ces abiraterone ou chimiothérapie aujourd'hui, clairement, tous les feux sont en vert pour l'abiraterone par rapport à la chimiothérapie chez les patients hormononaïfs, chez qui on vient juste de diagnostiquer le cancer de la prostate métastatique. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Belkacemi. Et pour des raisons de vol, puisqu'il doit nous quitter malheureusement, on peut se permettre 2 ou 3 questions au professeur Belkacemi. Je me permets d'introduire le débat parce qu'actuellement, dans le cancer de la prostate, tout le monde le sait, l'arsenal thérapeutique est très riche. Le problème qui se pose, c'est les séquences thérapeutiques. Sur le plan pratique, à votre niveau, on aimerait bien avoir une idée sur les séquences thérapeutiques, sachant qu'actuellement, pratiquement tous les produits peuvent être donnés, et récemment, même dans le cancer de la prostate, hormonosensible. Dans notre référentiel aujourd'hui, on privilégie l'hormonothérapie de seconde génération pour les M1 d'emblée, avec une suppression androgénique, comme on vient de le montrer. C'est vrai que les inclusions dans PIS-1 étaient pour nous, c'était vraiment l'occasion de s'habituer, on va dire, à cette façon de réfléchir, mais dans le référentiel, c'est soit oxalitamide, soit abiraterone d'emblée chez ces patients-là. Après, c'est sûr que chez les patients qui ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, prendre la corticothérapie, il faut aussi prendre en considération la fatigue qu'on a chez ces patients qui sont sous oxalitamide aussi. Donc on fait au cas par cas. Mais clairement, sur l'idée générale et la recommandation générale du référentiel chez nous, c'est la combinaison, c'est traitement combiné, d'emblée. Hésite pour un patient qui est dans le même cas, mais avec une infiltration de moelle. Est-ce que tu le considérais comme un patient à haut risque? Est-ce que tu mettrais abiraterone ou une hormonothérapie ou une chimiothérapie ou les deux? Moelle osseuse, c'est ça? Pardon? Moelle osseuse avec infiltration de moelle. Dans les essais, on n'a pas cette notion sur la moelle osseuse, mais moi je pense que l'envahissement médulaire est plutôt en faveur peut-être de faire soit une chimiothérapie d'emblée et de laisser sous le coude, parce que je ne suis pas sûr que les hormonothérapies feraient mieux que la chimiothérapie chez ces patients-là. Après, en fonction, si on fait le panorama aux patients du choix, c'est sûr que l'hormonothérapie de deuxième génération passera probablement plus que la chimiothérapie, si c'était ta question. En gros, d'abord, on n'en a pas tant que ça des infiltrations médulaires, heureusement, mais globalement, c'est soit l'un, soit l'autre, mais on a tendance quand même à privilégier la chimiothérapie d'emblée. Il y a une question dans... Allez-y, madame ou mademoiselle. Je pense qu'il faut lui donner le micro. Pour le cancer de la prostate hormononaïf, est-ce qu'on doit tester l'hormonosensibilité d'abord pendant une petite période de 2 mois ou lancer d'emblée l'hormonothérapie première ligne et deuxième ligne alors qu'il y a des malades qui ne sont pas hormonosensibles? Donc risque de surtraitement. Si vous avez les critères de ces essais, je pense que ce n'est pas licite de priver un patient qui a ces critères. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du haut volume et du haut risque, parce que là aussi, il faut être très vigilant. On a vu, par exemple, dans l'essai Stampede, quand on regarde haut risque et qu'on faisait, on adaptait plutôt, on regardait en haut risque, en haut volume, on n'avait pas les mêmes résultats.
selon la définition du haut volume ou du haut risque. Donc je pense que si on a strictement ces critères, il ne faut pas faire de test parce qu'on n'a pas de données pour faire un test chez un patient d'emblée et pour continuer ou pas. Il faut donner d'emblée le traitement le plus efficace et qui apporte un bénéfice en survie globale, je vous le rappelle. Yazid, quelle est la place actuellement ou bien la validité de la scintigraphie, sachant qu'il y a d'autres méthodes qui sont plus performantes et plus sensibles? La scintigraphie, elle est passée un petit peu en arrière. Nous, globalement, on a une facilité d'obtention du PET à la colline, mais c'est vrai que les indifférenciés, très souvent, on hésite un peu de les envoyer parce qu'on a pas mal de patients qui sont glisone 8 et glisone 9, chez qui la colline ne fixe pas. Et plutôt même le FDG, parfois, est mieux que la colline. Et on a un accès qui est mineur pour tout ce qui est, pour tout ce qui est PSMA. Donc, quand on peut faire le PSMA, il faut vraiment faire le PSMA parce que c'est le meilleur examen. On a actuellement une étude en cours en France où on fait systématiquement, dans le cadre du protocole, la colline suivie de PSMA dans la foulée. Et ça, c'est vraiment l'idéal, évidemment, mais on ne peut pas le faire. Elle va nous permettre peut-être de screener, de discriminer les patients qui sont, par exemple, glisone 8, glisone 9 ou glisone 10 par rapport à ceux qui ont un glisone plus faible. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, avec le temps, la scintigraphie passe un peu en arrière, mais elle reste quand même, dans le cadre du bilan d'extension, elle reste quand même l'examen, a priori, d'emblée à demander chez ces patients.